Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à l'Estive, merci au CAUE, merci aux architectes de l'Ariège et merci beaucoup aussi à David Roland, puisque j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette visite dans le cimetière juste à côté. Et j'espère que la plupart d'entre vous, enfin je ne sais pas si tout le monde aujourd'hui, ce soir, là, a eu l'occasion de faire cette visite, mais j'ose croire que ça sera peut-être complémentaire et que ça permettra de prolonger la réflexion sur ce sujet qui est un sujet compliqué, effectivement, qu'on n'aborde pas très souvent. Je trouve que c'est dommage, c'est souvent un sujet qui fait peur, voire un sujet tabou, et je dirais même en particulier dans le domaine de l'architecture, alors que je vais essayer de le montrer. Dans l'histoire de l'architecture, les architectes ont été très mobilisés sur cette question de la mort et du deuil. Alors, je vais commencer simplement par montrer quelques images un peu, qui montrent un peu le contexte dans lequel aujourd'hui l'art funéraire se pratique. C'est-à-dire que, pour dire que justement les architectes s'en sont quand même beaucoup éloignés. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui a quelques décennies maintenant, mais qui malheureusement prend beaucoup d'ampleur. Il y a de plus en plus de marbriers ou d'industriels, et il semblerait même qu'il y a une tendance au monopole. Il y a des groupes de plus en plus grands aujourd'hui qui prennent en charge l'architecture des tombes, qui proposent des catalogues qui se ressemblent tous plus ou moins, qui proposent une gamme de matériaux qui est quand même assez souvent la même, et donc un univers, on ne le voit pas beaucoup dans le cimetière, mais enfin les tombes les plus récentes sont quand même assez souvent, dans beaucoup de cimetières, un peu en décalage avec les tombes plus anciennes. Alors je ne dis pas que toutes les tombes ont toujours dans l'histoire fait l'objet de projets architecturaux, mais en tout cas il y avait un intérêt peut-être un peu plus grand de conception, de partage d'un certain nombre de références. Aujourd'hui, tout ça est quand même souvent pris en charge, souvent de manière un peu rapide, c'est-à-dire quand on va voir un marbrier, c'est qu'on est un peu dans l'urgence de la perte d'un proche qu'il faut enterrer rapidement, et donc on s'en remet à à des spécialistes qui font très bien leur travail, qui sont très engagés, et qui souvent savent consoler, savent faire ce qu'il faut, mais en tout cas, sur le plan architectural, cette question est quand même un peu souvent laissée de côté. On n'a pas le temps de bien choisir la tombe, et c'est quelque chose, en tout cas ce que je vais essayer de montrer ce soir, qui est important, et je pense important pour notre société, et pour lequel l'architecture pourrait apporter un certain nombre de choses positives. Alors, excusez-moi, je me suis un peu lâché, j'en ai mis quelques-unes, mais c'est plusieurs catalogues, c'est pour montrer que c'est quand même toujours à peu près la même chose, c'est toujours brillant, c'est toujours à peu près les mêmes proportions, et puis c'est toujours un peu décoré, c'est-à-dire que l'architecture est quand même souvent un peu le support à toute une signalétique qui n'est pas... Enfin, l'architecture, la tombe elle-même est souvent support à toute une série d'objets qui parlent, qui disent des choses, mais qui ne relèvent pas qui rompt un peu avec une tradition qui a été celle de l'architecture funéraire pendant de très longs siècles. Encore une petite image d'un autre catalogue, mais vous voyez, on est quand même dans des standards quand même très réduit, alors que la visite, pour celles et ceux qui l'ont fait, montre quand même que sur une période qui va sur plusieurs siècles maintenant, la variété des tombes est quand même très importante. C'est-à-dire il y a des distinctions qui sont aussi des distinctions sociales. Il y a des tombes et des caveaux qui sont plus grands pour certains que pour d'autres. Mais enfin, il y a quand même à chaque fois une volonté de faire projet pour chacune des tombes, et que cette volonté de faire projet, c'est quelque part perdu. Et alors, je trouve que c'est intéressant de voir ici les propositions d'un marbrier, et puis de voir ce qui est proposé pour la crémation, puisque, vous savez, aujourd'hui, c'est un nouveau phénomène, depuis quelques décennies maintenant, mais alors qu'il y avait, c'est une statistique, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a, en 20 ans, on est passé, je crois, de 5%
de crémation à 40%. Donc c'est un vrai phénomène important qui est pris aussi en charge religieusement, mais pas toujours d'ailleurs. Donc c'est un nouveau phénomène qui nécessite des tombes de dimensions différentes, plus réduites, ou alors c'est des funérariums, ou bien on a... et il y a aussi tout le passage par la crémation, tous les rituels qui sont associés à la crémation et qui impliquent le déploiement d'une nouvelle... qui devrait impliquer le déploiement d'une nouvelle architecture, c'est-à-dire ce sont des nouveaux lieux, des nouveaux rites, des nouvelles significations, des nouvelles dimensions, et peut-être aussi, par certains côtés, un rapport différent à la mort. Or, on regarde, quand on constate les catalogues des marbriers, il n'y a pas de véritable différence. Ce sont des tombes qui sont plus petites, mais ce sont des tombes qui relèvent du même décorum. On n'a pas encore véritablement investi cette question. Et la plupart des villes qui ont réalisé un crématorium récemment, il y en a beaucoup en France, en Europe et dans le monde, puisque l'augmentation des demandes de crémation est importante, et donc il y a nécessité de construire toute une série de lieux, et ces lieux souvent ne sont pas très investis, ce sont des lieux qui n'ont pas toujours des grandes qualités architecturales. Et c'est assez étrange quand même, c'est assez étrange, je vais y revenir, qu'on n'accorde pas plus d'importance à l'évolution des rites et de ce rapport à la mort. Et puis ce qui a évolué aussi, c'est tout le décorum, tous les objets qui sont associés aux tombes, et elles sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est une hypothèse, que cette question des objets, finalement, importe plus que le dessin de la tombe elle-même. C'est-à-dire que très souvent, on voit sur des tombes récentes, on a l'impression que finalement la tombe est le support à toute une série d'objets qui sont censés représenter les défunts qui se trouvent dessous. On le voit sur ce catalogue, il y a, en fonction des religions, il y a des petits ours, il y a aussi malheureusement parfois des enfants qui sont enterrés. Donc il y a toute une représentation du défunt qui ne se fait plus au travers de l'architecture de la tombe, mais qui se fait au travers de toute une série d'objets qu'on peut acheter aussi sur catalogue pour la plupart, et parce que ces gammes sont extrêmement larges, mais toujours un peu dans la même matérialité de granit poli brillant, qui est quand même une nouvelle matérialité. On va dans tous les cimetières de France, on a des matériaux qui sont souvent les matériaux locaux. Quand on a du granit, il est rarement poli. Aujourd'hui, on a le même matériau partout, c'est-à-dire que c'est vraiment les industriels marbriers qui imposent non seulement des formes qui sont assez standardisées, mais aussi une brillance et un rapport aux matériaux qui est plus du tout celui de la localité où se trouvent les personnes inhumées. Et il en est de même avec tous ces objets. Ce sont des objets qu'on rapporte et qui sont censés représenter la personne qui est défunte, mais qui n'est pas véritablement associée à l'architecture de la tombe. Et alors j'ai mis juste une image, mais c'est glanée sur Internet, mais celle-là, elle me paraît quand même assez emblématique de ce qu'on voit beaucoup, souvent, le fait que la tombe sert surtout même si elle a une vague, même s'il y a un modèle qui a été proposé par le marbrier, qui est un modèle, entre guillemets, original, on voit que finalement la tombe sert surtout de support à toute une série de signes qui vient raconter autre chose. Et donc, de fait, l'architecture en elle-même, l'architecture du tombeau, l'architecture funéraire, c'est en quelque sorte perdu. Alors, juste pour comparer, j'ai pris quelques tombes, j'en ai pris deux, d'architectes illustres qui ont, c'est pas le cas de tous, mais il y a quelques architectes illustres du XXe siècle qui ont dessiné leurs tombes. Et donc là, on voit, bien sûr, on est dans un cas particulier d'architectes d'exception qui ont fait l'effort de dessiner leur propre tombe. Et là, on voit qu'est-ce que ça peut être l'architecture funéraire dès lors qu'elle est investie
dessiner, que les questions de proportion importent, que l'architecte a essayé aussi de se soucier de ce qu'il allait laisser aux descendants, mais au-delà des descendants stricts, l'image que les architectes, là, ont souhaité laisser à l'histoire et à l'humanité qui allait suivre. Alors, Adolf Loos, je ne vais pas le raconter, mais c'est un architecte important, viennois, du début du XXe siècle, et qui a revendiqué ce qu'on a appelé parfois de manière un peu péjorative le nudisme architectural, c'est-à-dire que pour lui, la modernité devait se dépouiller de tous les ornements et devait et donc la modernité devait ressurgir ou devait se déployer à partir de formes pures, de proportions qui étaient débarrassées de tout le vocabulaire de l'ornement. Et donc ça se trouve dans cette tombe qui n'est rien d'autre qu'un cube posé sur un socle et qui est une très belle tombe qui raconte très bien l'état d'esprit de Adolf Loos. Autre architecte important, Le Corbusier, qui est un architecte franco-suisse, qui a été un des grands pionniers de la modernité de la première moitié et encore un peu après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a cette tombe à Roquebrune, Cap-Martin, qu'il a dessinée, qui est une tombe en béton. Donc on voit là aussi que l'architecture moderne, la démonstration de l'architecture moderne se retrouve dans cette tombe, mais elle raconte quand même aussi tout un état d'esprit, et notamment le rapport à la mer Méditerranée, qui était quand même un très beau sujet qui a traversé toute l'œuvre de Le Corbusier, qui était suisse, qui a grandi dans les montagnes, mais qui a fini sa vie au bord de la mer Méditerranée. Et donc un rapport très fort entre le dessin de la tombe, l'état d'esprit dans lequel se trouvait ou était Le Corbusier, et puis ce rapport à l'horizon. Mais ce n'est pas simplement le rapport à l'horizon qu'offre la ville de Roquebrune-Cap-Martin, c'est un dessin de la tombe qui dialogue, comme dans les bâtiments de Le Corbusier, avec l'horizon de la mer Méditerranée. Bon, je dramatise bien évidemment le contraste entre les tombes des marbriers et puis ces architectures funéraires un peu exceptionnelles, mais c'est pour montrer quand même que, pour commencer, que l'architecture a quand même des choses à faire, des choses à dire, et des choses peut-être intéressantes dans un domaine qu'elle a complètement délaissé depuis quelques années. Alors j'ai mis une citation de Alain Schnapp, qui est un archéologue, et qui a publié il y a quelques années, je me suis trompé sur la date, c'est pas de... non, pardon, c'est un premier livre d'Alain Schnapp, mais il a publié un livre plus important encore il y a quelques années. Ici, c'est dans un essai sur la ruine, et il explique cette chose que je trouve extrêmement intéressante, où il dit il y a deux manières de faire face au conflit entre Stein, donc le mot allemand qui signifie la pierre, et le Zeit, donc le temps. L'une consiste à maîtriser la construction de la tombe, à ériger une trace de soi dans la pierre jusqu'à la consommation des siècles. L'autre est plus immatérielle, puisqu'elle confie aux mots le soin de la mémoire. Et ce que explique Alain Schnapp, c'est que dans toute l'histoire des civilisations, on a toujours ce dialogue entre Zeit et Stein, entre les mots et la pierre. Et ce que dit Alain Schnapp, qui s'est beaucoup intéressé à la question de la ruine, qui a fait plus tard une histoire universelle des ruines pour montrer comment le rapport à la ruine varie d'une civilisation à l'autre et au cours de l'histoire, il explique qu'en fait, c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire que l'un ne peut pas véritablement remplacer l'autre. C'est-à-dire, soit on privilégie une forme qui est censée durer au-delà d'une ou de plusieurs générations, et donc on s'intéresse plutôt à la pierre, et à ce que la pierre est susceptible de porter, d'incarner, comme transmission aux générations à venir, ou bien on s'intéresse davantage aux mots, et on se soucie davantage de la capacité pour ces mots à être partagés, à être diffusés, et à être éventuellement transmis
au fil des générations. Et c'est deux rapports complètement différents à la mémoire. Et dans toutes les civilisations, il y a soit plus l'un, soit plus l'autre. Il y a toujours un peu des deux. Et l'hypothèse que je formule, c'est qu'aujourd'hui, on est passé complètement du côté des mots, du côté du Zeit, et qu'on a oublié la question du Stein, c'est-à-dire de la pierre. Ce rapport à la mémoire, le rapport aux funéraires, le rapport aux disparus, n'est presque plus pris en charge aujourd'hui par la pierre, mais beaucoup plus par les mots et par les opportunités qui nous sont données de les partager. Et parmi ces lieux, ces opportunités de partager des mots, des témoignages, du texte, pour maintenir la mémoire d'une personne, il y a les réseaux sociaux. Et c'est quand même assez intéressant de voir que les réseaux sociaux, de plus en plus, sont en train de prendre en charge une dimension funéraire qui, pendant longtemps, était prise en charge par la pierre de la tombe. Il y a un service que vous connaissez peut-être de Facebook qui propose donc de maintenir les comptes des personnes après leur mort et d'en faire des lieux de témoignage, c'est-à-dire des lieux de souvenirs. Et donc, vous voyez, donc là, c'est une page qui est une page générique pour expliquer le service que propose Facebook, puisque une des questions que posent tous les réseaux sociaux, c'est que faire des comptes dès lors que les personnes ont disparu, ce qui n'est pas une petite question. C'est pas simple de fermer un compte, et donc l'idée, c'est pas simple, je veux dire émotionnellement ou humainement. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux servent de faire part, servent aussi de connaissances, d'informations sur les décès. Et donc, de plus en plus, les réseaux sociaux incarnent cette dimension-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur une tombe, au lieu d'aller se souvenir ou se recueillir sur une tombe, on va de plus en plus se recueillir là où on est, mais depuis les réseaux sociaux. Donc je trouve qu'il y a, c'est une hypothèse que je formule, elle est pas, il faudrait l'étayer, mais je vous la propose, qui est de considérer que peut-être il y a une sorte de transfert et que plus il y a de prise en charge de la question de la mort et du deuil par les réseaux sociaux, et moins on sollicite l'architecture, moins on considère que c'est important de faire tout le rituel qui est lié à la pose de la pierre, au dessin de la pierre, et puis à tous les témoignages que racontent encore les cimetières d'aujourd'hui. Voilà, c'est une première hypothèse. Et donc l'objectif de cette intervention, là, ce soir, c'est d'essayer de montrer ce qu'on perd, et puis peut-être ce qu'on pourrait gagner à... C'est pour ça que je l'ai appelé plaidoyer pour une renaissance de l'art funéraire de bâtir, c'est-à-dire de retrouver un intérêt pour l'architecture, à dessiner des tombes et à se préoccuper des lieux de la mort, pour, en quelque sorte, compenser ce que les réseaux sociaux, peut-être, assument de manière trop large, quoi. C'est-à-dire ils occupent une place, de mon point de vue, qu'on leur a un peu trop laissée. Juste pour préciser aussi, il y a un théoricien de la littérature qui s'appelle Alexandre Geffen, qui s'intéresse beaucoup à la littérature contemporaine, et qui dit la même chose de la littérature. Il dit qu'il y a de plus en plus une littérature du deuil. Et de plus en plus, c'est le roman qui, très souvent, les romans autobiographiques souvent, qui prennent en charge, de manière collective, ce que l'architecture et les rituels associés prenaient en charge jusque-là. Donc il y a clairement un transfert du côté des mots, mais aussi de plus en plus. Ça, c'est un phénomène assez récent, finalement. Cette idée du mémoriam, in memoriam des réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Alors, je vous propose 7 points pour essayer d'ouvrir un peu
la réflexion sur ce que pourrait être aujourd'hui une architecture renouvelée, une architecture funéraire renouvelée. Le grenier et la tombe, je vais y passer, enfin bon, je vais vous les décrire tout de suite. Je vais commencer par le grenier et la tombe. Alors pourquoi le grenier et la tombe? Parce que, en fait, quand on remonte à l'histoire de l'architecture, quand on remonte très loin, aux premières traces qui nous restent de l'architecture, les monuments, les bâtiments qui ont traversé les siècles, ce sont les tombes et les greniers. Pourquoi les tombes et les greniers? Parce que ce sont les bâtiments qui nécessitaient des matériaux qui étaient des matériaux un peu plus solides pour pouvoir traverser le temps. Dans les deux cas, les greniers et les tombes ont vocation à intégrer un certain nombre de réflexions, ou inclut une réflexion préalable sur ce qu'on souhaite transmettre aux générations à venir. Un grenier, c'est prévoir en cas de pénurie, en cas de difficulté, et donc ça suppose une forme de sélection d'aliments, mais pas que, ça peut être des bijoux, ça peut être des armes, ça peut être toute une série d'objets. Et donc les architectures qui accueillent ces éléments qu'on a choisis, qu'on a sélectionnés, ont fait l'objet, bien avant les habitations, bien avant les maisons, d'architectures qui étaient des architectures plus savantes, plus solides, souvent en pierre, davantage protégées des intempéries, de l'humidité, etc. C'est-à-dire que les premiers efforts sur l'architecture ont été faits pour l'architecture des greniers avant d'être faits pour les lieux de rassemblement ou les lieux d'habitation. Donc c'est quelque chose quand même d'intéressant à noter. Et puis, bien sûr, les autres éléments d'architecture qui ont traversé les siècles, dans les premières civilisations, c'est les tombes. On connaît bien sûr les pyramides d'Égypte, mais en tout cas, il y a dans toutes les civilisations une forme d'architecture dédiée, ou dans presque toutes les civilisations, une forme d'architecture qui est dédiée à cette fonction-là. Et donc, dans ce passage du nomadisme à la sédentarité, qui est donc la période néolithique, qu'on a souvent décrit comme une révolution, mais en réalité ça dure plusieurs millénaires, on se rend compte que les premiers lieux qui marquent une forme de repère dans le territoire, ce sont les greniers et les tombes. C'est-à-dire que quand on est encore quand on pratique encore une transhumance ou une forme de nomadisme, on a quand même toujours besoin de quelques lieux qui sont des lieux repères. Et ces lieux, ce sont les tombes et les greniers. Voilà. Donc il y a une origine conjointe. Et ce qui est assez intéressant, qu'ont découvert beaucoup d'archéologues et d'anthropologues récemment, c'est qu'en fait, souvent, il y a un rapport formel, spatial, entre les tombes et les greniers. Souvent, ce sont des architectures qui se ressemblent. Et là, c'est noté par un architecte important qui s'appelle Bernard Rudowski, qui s'est beaucoup intéressé aux architectures ancestrales et vernaculaires, et qui compare une architecture à gauche funéraire et une architecture de grenier superposée. L'un se trouve en Tunisie et l'autre se trouve en Espagne, mais on voit bien là que c'est exactement la même architecture. Cette dimension, je pense qu'il y a un rapport, c'est en tout cas une hypothèse que je développe par ailleurs dans une exposition que vous pouvez toujours aller voir, elle dure jusqu'au 28 juin, donc dans 3 semaines maintenant, qui s'appelle « Stock, architecture de survie et de transmission ». Et j'essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui, de la même manière qu'il n'y a presque plus d'architecture funéraire, il n'y a presque plus d'architecture du stock. C'est-à-dire le stock, c'est aujourd'hui les entrepôts Amazon ou ces grands entrepôts, mais on ne construit plus dans une perspective de survie et de transmission. On est à peu près persuadé que on n'est pas exposé aux pénuries, donc le flux tendu fonctionne et qu'on n'a pas besoin de disposer de lieux particuliers pour pouvoir stocker et prévoir l'avenir. Et de la même manière, la transmission aujourd'hui se fait assez difficilement avec tous les objets
qu'on consomme, etc., et qui fait qu'aujourd'hui, le rapport à la transmission des objets ou de nos biens personnels est extrêmement problématique dans les espaces contemporains. Et je pense qu'il y a un rapport entre une certaine disparition des architectures des greniers et des stocks et l'architecture des funéraires et l'architecture des tombes. Et quand on regarde d'autres, les prémices, donc là c'est avant les pyramides, les premières tombes égyptiennes, 4e, 5e millénaire avant Jésus-Christ, qu'on appelle des mastabas, qui sont souvent des tombes enterrées. Et il se trouve que ces tombes ressemblaient pour beaucoup à des greniers, puisqu'il y avait des lieux d'offrande. Vous voyez la chapelle qui se trouve au-dessus, enfin c'est en anglais, les tombeaux se trouvaient au sous-sol, il y avait donc une cheminée pour ventiler, et puis il y avait dans la partie supérieure, dans le mastaba à proprement parler, le bâtiment qui est en superstructure, il y avait un lieu pour accueillir toutes les offrandes et toute une série d'objets qui étaient amenés là pour aider les défunts à traverser, un peu comme les histoires qu'on a entendues dans le cimetière, dans le casque, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, on accompagne, on prépare les défunts pour une traversée en fonction de récits et de mythologies qui sont propres à chaque civilisation, mais l'architecture funéraire ressemble à la vie d'une certaine manière, puisqu'elle est là pour accueillir toute une série d'objets pour aider les défunts à traverser l'au-delà. Et pour les Égyptiens, c'était le blé, c'est-à-dire qu'il fallait amener toute une série de grains de blé pour aider la traversée du défunt dans l'au-delà. Et à telle enseigne que les objets funéraires, les objets précieux qui étaient mis dans ces mastabas, étaient des modèles réduits de greniers. Donc il y a un vrai rapport entre la vie et la mort, entre les récits de passage, entre la vie et la mort, et cette idée de transmission. C'est-à-dire que la meilleure manière de transmettre, c'est d'avoir une certaine conscience que les objets dont on dispose, les aliments qu'on utilise au quotidien, ne sont pas que faits pour être consommés de suite, mais qu'ils ont aussi une valeur de transmission pour être donné aux générations à venir. Et je pense que voilà, c'est ce que j'essaye de déployer, notamment dans cette exposition, mais en parlant davantage de grenier que d'architecture funéraire. Mais je pense que c'est cette dimension-là qui s'est un peu perdue, et qui s'est perdue finalement il y a depuis 20 ou 30 ans, hein, c'est relativement récent. Et puis à l'intérieur des mastabas, on trouve ces bas-reliefs qui racontent comment on venait déposer tous les grains de blé pour les défunts, pour les aider à traverser l'au-delà. On le trouve également, la même chose, ces modèles réduits dans les empires chinois qui sont postérieurs, qui sont autour du début de notre ère. Donc on voit bien qu'il y a une dimension là qui est assez importante et qui, pour beaucoup, s'est perdue. Vous voyez, c'est-à-dire que cette idée, je vais vous donner juste un exemple, aujourd'hui, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les box de self-stockage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais beaucoup de gens aujourd'hui font appel à ça parce que nos logements sont trop petits et que quand on a un certain nombre de changements de vie ou qu'on perd un proche, un parent ou un grand-parent, on récupère très souvent des objets qu'on ne sait pas où mettre et on les met dans des box qui sont des box qui sont avec des cadenas simplement, et c'est souvent parce qu'on n'a pas la place chez soi, et donc ce sont souvent des objets qu'on a reçus des générations précédentes, qu'on envisage éventuellement de transmettre aux générations à venir, et on ne sait pas où les mettre, et on les met dans les endroits qui sont aussi sans architecture, c'est-à-dire des box qui sont des hangars qui juxtaposent enfin, c'est sans architecture aucune, quoi. Vous voyez, on est vraiment dans le degré zéro. Et donc, je trouve qu'il y a là le même paradoxe qu'avec les tombes, c'est-à-dire, ce qui est le plus important, qu'on veut transmettre, eh ben, c'est ce pourquoi il y a le moins d'architecture, ce pour lequel on n'a pas, où les architectes sont absents. Alors,
je vais passer à un autre sujet, qui est cette question qui vient de Vinciane Després, qui a écrit un très beau livre, qui a écrit plusieurs livres sur la question de la mort dans notre société contemporaine, et qui a écrit ce texte « Où sont les morts ?», où elle dit « La première question que posent les disparus ne s'inscrit pas dans le temps, mais dans l'espace. C'est vrai que la question du temps est souvent évoquée, on ne le verra plus jamais, il repose en paix pour l'éternité, il ne sera plus jamais à nos côtés, et que la conjugaison au passé semble devoir s'imposer. Mais cette question se pose beaucoup moins souvent, et avec beaucoup moins d'hésitation, que celle de savoir où sont les morts. » Voilà. Donc ça, c'est quand même une question que Vinciane Després, qui est une philosophe, a fait beaucoup d'entretiens pour essayer de comprendre notre rapport à la mort. Et ce qu'elle dit, c'est ça. C'est-à-dire, ces questions, on les a, c'est sur la perte, sur la disparition, mais la question du lieu, la question de où est-ce qu'ils vont rester et où est-ce qu'éventuellement on pourrait les retrouver, ces disparus. Cette question, c'est celle qu'on a le plus de difficultés à prendre en charge aujourd'hui. Alors c'est lié bien sûr au fait que généralement on n'habite plus les mêmes villes ou les mêmes villages que nos parents ou nos grands-parents. C'est dû au fait qu'aujourd'hui, dans une vie, on est amené à déménager souvent. Il y a des changements de vie, il y a des divorces, il y a toute une série de choses qui fait que ces questions-là sont beaucoup plus difficiles à envisager dans ce rapport au lieu. Notre rapport au lieu, de toute façon, a changé. Mais il n'empêche, quand on est confronté à la question d'un deuil, cette question-là se pose de manière extrêmement forte. Et puis, j'ai pris quelques exemples. Alors, il ne s'agit pas d'architecture funéraire à proprement parler, mais de quelques bâtiments, de belles architectures récentes qui ont été faites pour répondre à cette question-là, c'est-à-dire où se trouvent les disparus. Et là, c'est un musée qui a été fait en 2003, donc il y a une vingtaine d'années, au Portugal. Et c'est un musée qui borde une vallée qui a été complètement submergée pour créer un barrage. Donc c'est un lac de barrage. Et ce lac de barrage a noyé un village qui s'appelle Luz, au Portugal. Et donc, on a construit un musée pour compenser. Alors, personne n'est mort, hein, tout le monde a été déplacé. Mais je vous rassure, ça a été bien fait. Et le village a été reconstruit avant d'être noyé. Mais il y a quand même une question de deuil importante qui se pose pour les habitants. Et une des questions les plus cruciales, d'ailleurs, qui est posée dans ces villages déplacés, c'est la question du déplacement du cimetière. Ça, c'est la question la plus difficile. Pour les gens, changer de village, c'est assez possible. Il y a toujours une forme de regret, mais on peut imaginer le déplacement. Mais laisser nos morts, ça, c'est la question la plus difficile à prendre en charge. Donc on voit bien que là, le rapport au lieu est extrêmement important. Donc là, le cimetière a été, bien évidemment, enfui. Certaines tombes ont été déplacées. Enfin, tout ça se fait. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on a déjà déplacé des cimetières. Hein. Ce n'est pas quelque chose de complètement impossible. Mais il y a eu un travail supplémentaire qui était de faire une architecture, un musée, pour raconter, pour accompagner le deuil des disparus. Et donc c'est une architecture qui est parfaitement inscrite dans ce paysage, avec tout un parcours, vous voyez, où on peut monter sur le toit pour imaginer le lieu de l'ancien village, tout un parcours qui est proposé dans la campagne, où on contourne le lac de barrage pour apprécier justement ces dimensions. Et voilà, donc il y a une architecture très réussie qui raconte une histoire d'un lieu disparu. Une autre question que je trouve très importante et qui a été prise en charge par un artiste il y a quelques années seulement, c'est le Jardin d'Afrique à Zarzia, en Tunisie. Et c'est un cimetière pour toutes les personnes tous les migrants qui ont fui un pays d'Afrique et qui sont morts en mer. Et c'est une vraie question, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on fait de ces corps. Souvent, on n'a pas le temps de prévenir les familles, donc c'est une question absolument importante. Et donc, il y a ce cimetière qui a été créé, dédié à ces disparus. Et donc,
la question pour ces migrants de où ils sont, où ils restent, est une question tout à fait essentielle. Et je trouve ces photos extrêmement poignantes parce qu'on voit que ce sont des numéros, c'est-à-dire que la première étape, c'est des numéros, et assez vite, il y a des enquêtes et on trouve, on essaye de glaner des informations sur qui elles sont, et ça permet ensuite de faire une tombe et de donner un lieu à toutes ces personnes noyées en mer. Voilà, donc tout ça, c'est pour montrer un peu ce que l'architecture, là on est dans les cas extrêmes, hein, on n'est pas dans la mort banale ou de vieillesse, mais en tout cas, l'architecture a peu à peu consolé d'une certaine manière, ou apporter plus que consoler, apporter, répondre à un besoin qui est celui de où se trouvent nos morts. Autre sujet très, très important, qui est cette idée de habiter le sentiment. Et habiter le sentiment, je l'ai repris à Roland Barthes, qui, dans Le Neutre et ses cours au Collège de France, Roland Barthes, philosophe, a beaucoup parlé de la question du deuil. Il a été lui-même très marqué par le deuil de sa mère. Et donc il en a beaucoup parlé, il y a beaucoup réfléchi. Et il dit « La cérémonie protège comme une maison ». Quelque chose qui permet d'habiter le sentiment, exemple le deuil. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de considérer que la cérémonie, donc les rites, les rituels, dont on a besoin aussi quand on est confronté à un deuil, et bien pour que ça fonctionne, il faut que ça s'assimile à une maison. Et j'aime bien cette idée d'habiter le sentiment. Et habiter le sentiment, c'est pas le sentiment, c'est pas l'émotion. C'est pas ce qu'on partage avec les réseaux sociaux, avec nos followers ou nos amis sur Facebook ou sur Instagram. Un sentiment, c'est quelque chose qui est partagé de manière beaucoup plus large et qui fait l'objet d'une forme de rituel. Mais pour que le rituel soit une maison, pour que ça protège en quelque sorte aussi et que ça nous guérisse de la douleur de la perte, eh bien, il faut qu'il puisse y avoir quelque chose qui ressemble à une maison. Il faut que les rituels soient accueillis dans quelque chose qui ressemble à un lieu qui est un lieu partagé. Et c'est le propre des rituels, d'ailleurs. Le propre des rituels, c'est de donner une certaine objectivité partagée à ce qu'on est en train de vivre collectivement. Les rituels permettent, les rituels de deuil, ou les rituels d'enterrement, par exemple, ou d'inhumation, servent en quelque sorte à alléger la peine individuelle et la peine subjective. C'est-à-dire qu'on est dans une organisation qui est une organisation collective. La prise en charge du deuil, elle est faite par la communauté. Et c'est ça l'intérêt des cérémonies funéraires et aussi de l'architecture funéraire. Et donc je vous ai mis un exemple absolument extraordinaire. Je vous invite à le visiter si vous pouvez. C'est un cimetière paysager. Alors c'est pas une maison, c'est un jardin, un très grand jardin, qui a été réalisé à Stockholm par deux architectes importants suédois qui s'appellent Gunnar Asplund et Sigurd Leverens. Et c'est un grand parc qui accompagne, alors les tombes sont dispersées dans la forêt, enfin c'est un vrai cimetière paysager, mais il y a toute une réflexion qu'ont porté les architectes sur une manière d'accueillir les différents rituels, le moment où on arrive, le moment où on voit le lieu vers lequel on va aller, le temps qui s'écoule, les saisons, tout ça est absolument magnifique. C'est un des plus beaux cimetières qui existe, je pense, au monde, qui a été construit au début du XXe siècle, 1917-1920. Et on voit donc ces tombes qui sont au milieu des arbres. Donc c'est un cimetière paysager, comme il en existe assez peu en France, mais beaucoup plus en Europe du Nord. Mais vraiment un travail absolument magnifique sur ce rapport entre les tombes et les arbres. Et là, ce sont simplement des stèles. Mais bon, c'est lié aussi au protestantisme et aux traditions proprement suédoises. Et il y a quelques chapelles au milieu de ces arbres, entre ces arbres, et un rapport aussi assez étroit entre le paysage, entre les colonnes en bois, c'est un temple en bois, et les arbres. Et donc ce sont des lieux qui
qui sont... On habite les sentiments. Je trouve qu'il n'y a pas un plus beau lieu pour comprendre ce que peut vouloir dire habiter un sentiment. Donc ce sont toutes les chapelles pour, bien sûr, tous les rites funéraires. Je passe au quatrième thème sur qu'est-ce que pourrait être de nouveau une architecture du funéraire, une belle architecture funéraire, est-ce qu'elle pourrait apporter? Il y a cette dimension aussi de fuir la lumière des cieux. C'est une dimension extrêmement importante qui était assez présente, j'ai trouvé, dans l'audio qu'on a entendu cet après-midi, enfin moi cet après-midi, dans le cimetière, c'est-à-dire que le cimetière, l'architecture funéraire a aussi l'idée de nous amener dans un autre monde. Et donc de sortir d'une certaine, ou de nous extraire plutôt, d'un rapport à la lumière des cieux qui est celle des jours, celle des mois et celle des années. C'est de retrouver une autre forme de temporalité. Et ça provient d'une citation de Étienne Louis Boullée, qui date de 1793, donc on est en plein XVIIIe siècle. Et Étienne Louis Boullée a, dans un essai sur l'art, invite beaucoup, et il y a beaucoup de projets non réalisés de Boullée sur des cénotaphes, sur des architectures funéraires. Et ce qui l'intéressait dans ces architectures, c'était l'opacité. C'était le fait qu'à partir du moment où on rentrait dans ces bâtiments, eh bien, on s'extrayait du rythme des jours et des temporalités qui étaient celles du quotidien. Et il écrivait « Artiste, fuis la lumière des cieux, descend dans les tombeaux pour y tracer les idées à la lueur pâle et mourante des lampes sépulcrales. » Et c'est une invitation qu'on a un peu perdue aujourd'hui, c'est-à-dire que l'architecture est souvent valorisée pour sa capacité à créer des lieux agréables, qui sont des lieux éclairés, des lieux propices au mouvement, propices aux rencontres. Alors je ne dis pas qu'il faut pas privilégier cette dimension de l'architecture, elle est tout à fait essentielle, mais en tout cas, tous les lieux qui sont des lieux plus sombres, qui sont des lieux plus destinés au recueillement, etc., ce ne sont plus aujourd'hui des lieux valorisés. Et on a un peu, c'est ce qui nous éloigne peut-être aussi de l'architecture funéraire. Et donc j'ai pris un autre exemple qui n'est pas lié à un souvenir individuel, mais qui est un monument extrêmement fort, puissant, à Paris, qui raconte le souvenir de la déportation. Donc c'est 200 000 déportés français qui sont morts dans les camps de concentration. Et là, tout ce que raconte Pingusson, qui est l'architecte de ce mémorial, c'est une descente vers l'obscurité. C'est-à-dire que pour générer ce souvenir, ce moment de recueillement sur ceux qui ont disparu, eh bien, il faut descendre. On est à la pointe de l'île de la Cité. Et il y a 2 escaliers comme ça qui descendent entre murs. Quand on est en bas, on est face à la Seine, on n'est pas encore dans l'obscurité, on retourne ses pas, et là, on est dans des lieux opaques. Donc là, vous voyez les escaliers qui descendent, on était la photo d'avant au-dessus, et donc on descend et on se retourne, et c'est entre les 2 stèles qui sont au milieu qu'on va vers les lieux à proprement parler du souvenir. Voilà. Donc l'entrée se fait là, elle se fait entre c'est du béton fait des pierres de Paris. Enfin bon, il y a toute une histoire aussi symbolique, mais c'est une architecture de seuil, à proprement parler, une architecture de seuil. C'est-à-dire que la question, c'est, il y a bien sûr le souvenir, il y a bien sûr tous les éléments qui sont là pour rappeler les personnes disparues, mais pour entrer dans ce moment de recueillement, il y a tout un processus de seuil, et là où l'architecte a surtout fait œuvre d'architecture, c'est dans ce passage de la ville, île de la Cité, au niveau du sol, vers un autre moment plus cryptique, plus profond, qui se trouve en sous-sol. Et là, il y a une autre, donc c'est les petites ampoules en hommage à chacun des déportés, etc. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette promenade, eh bien, il faut en sortir, quoi. Donc il y a aussi l'accompagnement vers la sortie. Il y a 2 escaliers, généralement on rentre par l'un, on sort par l'autre. Donc il y a vraiment tout un travail sur le seuil.
Et cette dimension sur le seuil, c'est une dimension propre à l'architecture funéraire. Alors bien sûr, elle ne se traduit pas de manière littérale quand on dessine une tombe, mais il y a quand même cette dimension-là, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une forme d'intériorité et que il y a un passage, on doit assumer une forme de passage entre la vie quotidienne et le moment du recueil et du deuil. Le lieu entre cette dimension du seuil, souvent elle peut s'étirer et il y a un thème qui revient très fréquemment dans les architectures funéraires, c'est le thème de l'eau. Michel Ragon, qui a beaucoup écrit sur la question des espaces de la mort, qui a écrit plusieurs essais très intéressants sur ce sujet-là, essais sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraire. Donc il n'est pas le premier à s'intéresser à ces questions, a écrit « Presque toutes les descentes aux enfers comportent la traversée d'une zone aquatique, fleuve, marais, lac, rivière. Et les enfers eux-mêmes sont en général entourés d'un triple fleuve. Dans cet espace général du voyage, l'espace de l'eau constitue un espace de transition, le lieu entre. » Et donc souvent, dans beaucoup d'architectures funéraires intéressantes, il y a une exploitation de l'eau. Et j'ai mis un premier exemple qui est assez célèbre, qui est l'île aux morts de Venise, qui est donc cette île San Michele, qui est en fait deux îles qui ont été rassemblées à l'époque de Napoléon Ier, parce qu'on ne pouvait plus, il n'y avait plus la place pour mettre des cimetières dans Venise, donc c'est une raison purement fonctionnelle, mais c'est devenu un lieu absolument magique, puisqu'on prend un bateau pour y aller, et donc il y a un rapport forcément à l'eau, et le fait de devoir s'extraire du monde de Venise pour venir là, en traversant le canal, le Grand Canal, est extrêmement important. Et puis à l'intérieur, voilà, on est dans un autre monde, et c'est clairement ce rapport à l'eau, le fait qu'on doive traverser l'eau, qui donne une telle intensité à ce cimetière. Et puis, en Italie, toujours, pas très loin d'ailleurs, il y a la tombe qui a été dessinée pour la famille Brion par Carlo Scarpa, qui est un des grands architectes aussi de la deuxième moitié du XXe siècle, et un des architectes qui a beaucoup travaillé aussi sur la question de l'architecture funéraire. Et donc là, c'est un grand tombeau pour une famille riche et aisée. Et donc il y a tout un parcours qui se fait au travers de l'eau, donc je ne vais pas vous le décrire, mais je vais vous montrer quelques images, et donc tout un cheminement, parfois très étroit, où on est entre deux rapports à l'eau, et puis qui mène à la chapelle, puisqu'il y a une chapelle qui est intégrée, et donc on est toujours, vous voyez, dans ce rapport un peu de précarité, puisqu'on marche sur des espaces qui sont légèrement surélevés au-dessus de l'eau, et donc on est toujours dans cette incertitude pour aller découvrir ce lieu qui est un lieu par ailleurs extrêmement intériorisé. Voilà, donc tout un travail très, très savant, très précis sur l'eau stagnante, mais aussi sur les eaux de pluie, où il y a, comme toujours dans l'architecture de Carlo Scarpa, tout un travail sur le cheminement des eaux de pluie. Et donc là, il y a une vraie réflexion très profonde, très méditative sur le rapport entre l'eau stagnante et l'eau qui bouge et qui est celle des eaux de pluie. Et avec cette magnifique ouverture sur la partie qui justement est la partie en jardin et qui n'est pas entourée d'eau. Et donc c'est une traversée qu'on peut faire au travers de ces cercles qui sont... qu'on peut traverser. C'est une sorte de seuil pour accéder à la partie jardin. Et puis, donc là, on est dans un contexte d'une commande d'exception, une commande pour une famille extrêmement riche, mais il se trouve que dans le même cimetière, il y a la tombe de Carlo Scarpa, et donc là, c'est une tombe extrêmement modeste, une tombe que chacun pourrait s'offrir, si on peut dire, et cette tombe est également extrêmement belle, extrêmement intéressante, et elle parle d'eau. Et là, ce ne sont plus que les eaux de pluie. Et je trouve que, pour moi, c'est une des plus belles tombes que je connais, puisque, vous voyez, c'est simplement un morceau de béton, et puis il y a des parties de marbre, et les marbres ne sont pas jointifs, et donc l'eau peut glisser entre... donc ça crée des petites rigoles, et l'eau vient s'écouler, l'eau de pluie vient s'écouler au milieu de la tombe. Donc en fait, c'est une sorte
de lieu de recueil des eaux de pluie. C'est une idée absolument magnifique, je trouve, qui est toute simple et qui est, je trouve, d'une force d'évocation absolument immense et qui parle, là, je trouve, vous voyez, avec des moyens extrêmement réduits, qui n'est pas la tombe de la famille Brion, mais de manière extrêmement simple, d'une architecture funéraire dont il n'est même plus question aujourd'hui, hein, dès lors qu'on fait appel à des marbriers. Voilà, juste un détail de cette tombe. Autre dimension importante de l'architecture funéraire, c'est aussi au milieu des villes, au milieu de nos lieux de vie, de nous rappeler qu'on va mourir, de nous rappeler que la mort, elle est pour tout le monde et inévitable. Et c'est le fameux memento mori, qui est un des grands proverbes latin de la Rome antique et qui revient très très souvent où il y a beaucoup d'histoires où on raconte que le valet dit à son maître memento mori, c'est-à-dire que dès que on va tous finir au même endroit et donc l'architecture funéraire est là aussi dans le monde de nos quotidiens pour nous rappeler que dans un rapport qui n'est pas toujours dramatique, qui est n'oublions pas que nous allons mourir, quoi. Et donc ça peut être profitons de la vie, mais aussi ne nous prenons pas non plus pour supérieurs aux autres, on va tous finir au même endroit. Et donc cette dimension-là, elle est extrêmement intéressante, elle a traversé l'architecture et surtout l'art de tous les siècles, et elle s'est un peu perdue. Et c'est souvent un rapport un peu ironique à la mort que portent ces memento mori, comme par exemple cette gravure qui se moque, vous voyez, des apparats des femmes, là en l'occurrence, et derrière c'est un squelette qui porte ces habits. Mais cette imagerie, ce qu'on a appelé dans l'art les memento mori, ont traversé les siècles et aujourd'hui ça s'est un peu perdu, quoi. À trop vouloir évacuer la mort, à faire semblant qu'elle n'existe pas, à la confier aussi aux hôpitaux et aux marbriers. Et puis à Facebook, eh ben on a un peu tendance à oublier ce rapport-là. Or, c'est quelque chose d'assez récent. Jusqu'au XXe siècle, il y a des interprétations du memento mori dans toutes les œuvres d'art, dans beaucoup de bâtiments, dans beaucoup de films, de cinéma. C'est quelque chose qui revient et qui revient souvent avec une forme d'ironie. C'est pas toujours dramatique en réalité. Et donc, alors, il y a la mauvaise manière, peut-être à la manière de Facebook, justement, qui est trop proche du monde contemporain. C'est, je ne sais pas si vous connaissez cette cathédrale du silence à Marseille, qui a été faite dans les années 1970, et qu'on a appelé aussi le HLM. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est une extension du cimetière, d'un des cimetières de Marseille. Il n'y avait plus assez de place, donc on a fait un cimetière vertical et on a construit un bâtiment qui ressemble, et c'était revendiqué à l'époque par les architectes et par les maîtres d'ouvrage, qui ressemble à un bâtiment du quotidien, c'est-à-dire de dire, bon, il n'y a pas de raison que l'architecture funéraire se distingue de l'architecture du quotidien. Et on voit bien que ça a posé... aujourd'hui, les Marseillais n'ont toujours pas digéré ce bâtiment qu'on appelle le HLM des morts. Enfin bon, voilà. Donc là, vous voyez, le memento mori n'est pas assumé comme tel, quoi. On a un peu trop essayé d'effacer la présence de la mort. Et je trouve qu'il y a un architecte qui l'a assez bien réussi, qui est Aldo Rossi, un architecte de la deuxième moitié du XXe siècle et qui a construit, un architecte italien, qui a construit à Modène une extension d'un cimetière, et il a construit là un ossuaire. Alors l'ossuaire, c'est aussi un sujet qui est important, qui est presque plus pris en charge par l'architecture aujourd'hui. L'ossuaire, c'est, vous savez, il y a les concessions funéraires ont une durée de vie, et donc quand on les vide, ou quand on déménage aussi un cimetière, puisque ça arrive parfois, eh bien, on récupère les os et on les met dans un ossuaire. C'est la deuxième partie de la mise de l'après la vie, quoi.
il y a deux étapes. Il y a la première étape, alors ça va, bien sûr, quand on est incinéré, ce n'est pas le cas, hein, mais quand on est inhumé, c'est le cas. Il y a généralement un deuxième temps qui est celui de l'ossuaire. Dans toute l'histoire de l'architecture, les ossuaires ont fait l'objet de bâtiments dessinés extrêmement importants. Aujourd'hui, les ossuaires existent parce que c'est une fonction nécessaire, mais on ne consacre plus d'espace véritablement digne pour ces ossuaires. On préfère considérer qu'ils n'existent pas et que c'est une dimension tabou ou qu'on ne préfère pas regarder. Et là, c'est l'inverse qu'a fait Aldo Rossi. Il a mis au milieu un bâtiment qui est un bâtiment très étrange et qui est une sorte de memento mori, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est un bâtiment en fait qui est creux, qui ressemble à ça à l'intérieur, vous voyez. Et donc là, il y a tous les ossuaires qui viennent se mettre. On vient mettre les restes d'eau pour chacun des individus avec des plaques. Donc là, c'était au moment de la livraison, c'était avant que le bâtiment soit en usage. Mais en tout cas, il y a une idée, je trouve, assez forte, qui est de mettre au milieu quelque chose qui est une sorte d'interpellation. Voilà, une sorte de bâtiment un peu mystérieux, à la fois familier et mystérieux, et qui crée une sorte d'interpellation au milieu du cimetière. Et puis une interprétation très très belle, très récente, c'est 2023, une extension du cimetière de Saint-Antonin sur Bayon, qui a été fait par un architecte qui s'appelle Régis Roudil. Et en fait, c'est une très petite intervention qui est une extension d'un cimetière qui existait, donc c'est celui qu'on voit en marron, et l'extension, c'est la partie qui est en plus clair, en bois plus clair. Et donc c'est ce qu'on voit au-dessus, vous voyez. Donc c'est un quadrilatère qui a été simplement étendu dans la pente. Mais ce que j'ai trouvé très fort dans cette intervention, qui est encore une fois très modeste, avec des murs en pierre, alors que les murs existants étaient enduits en ciment, c'est de créer on est dans le vocabulaire de la montagne, quoi, c'est-à-dire de tous ces restanques. Et c'est simplement des murs qui viennent délimiter un cimetière et qui racontent, vous voyez, on est à la fois dans l'étrangeté et dans le quotidien. Et je trouve que c'est une réponse extrêmement intéressante de ce cimetière. Alors à l'intérieur, il y a des tombes qui sont sûrement faites par des marbriers, mais qui sont en quelque sorte magnifiées ou incroyablement qui prennent une dimension là grâce à une intervention, mais vraiment elle est très très simple, hein. C'est juste des murs épais en pierre sèche, quelques clôtures, et d'un seul coup ce lieu existe et il est comme une sorte de rappel pour les promeneurs qui a la mort. Vous voyez, c'est pas l'espace fermé de l'enclos qui était le cimetière d'avant. Voilà, juste une image. Et puis je vais terminer par cette idée de pacte avec les ruines qui me revient. Alors c'est une autre citation du même Alain Schnapp du début, qui dit, donc dans son Histoire universelle des ruines, il dit « Si gigantesques que soient les monuments édifiés par les empereurs les plus puissants, si inexpugnables que soient les mots des poètes, ils deviendront inexorablement ruines, et de là, vestiges, décombres, débris. La seule manière de résister à ce continuum qui extrait de la nature des formes que le temps, un jour inéluctable, lui rendra, c'est de passer un pacte avec les ruines, de leur donner une place qui fasse la part des choses. Et je pense que c'est ce pacte avec les ruines qui a traversé toute l'histoire des civilisations et dont rend compte dans son Histoire universelle des ruines Alain Schnapp, c'est ce qui s'est perdu. Et je pense que la matérialité du granit poli, c'est une manière d'oublier que les matériaux sont là pour vieillissent, quoi qu'il arrive. La pierre, certainement, c'est plus solide que la plupart des autres matériaux, mais la pierre vieillit aussi, et cette idée qu'il faut accompagner, en quelque sorte, ou prendre conscience, ou anticiper le fait que tout deviendra un jour ruine. Tout ce qu'on peut faire, c'est retarder ce moment-là, mais pas le faire disparaître. Et la matérialité du granit poli, qui est à peu près la seule qu'on connaît aujourd'hui pour l'architecture funéraire, témoigne d'une sorte de rejet aujourd'hui de ce rapport au temps. Et peut-être on le retrouve aussi, alors là je me permets une petite critique personnelle, bien que ces démarches sont tout à fait intéressantes. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui de villes et d'associations d'ailleurs qui travaillent sur l'idée de l'inhumation directe
et sur l'idée du cycle et que l'inhumation se fasse sans pierre tombale, sans cercueil, et dans une idée de régénération dans le cycle de la nature, et donc que les personnes, que les corps servent à alimenter une régénération de la nature. Ce qui est une idée extrêmement intéressante, mais peut-être qui fait oublier un peu trop vite l'idée que la tombe ou l'architecture funéraire, au moins historiquement, mais elle pourrait prolonger cette dimension-là, elle est là aussi pour retarder un peu ce moment, qui est de toute façon inéluctable, et nous raconter que ça va arriver, mais pas tout de suite, quoi. Qu'on a un peu de temps, et qu'on peut encore transmettre d'une génération à l'autre, peut-être 1, 2, 3 ou 4, quelque chose du souvenir. Et il y a un autre cimetière qui est plus ancien, qui date de 1995-94, donc il y a maintenant une trentaine d'années, et qui est un cimetière qui se trouve à Barcelone, et qui a été fait par un architecte qui est mort depuis. Il est mort jeune, il s'appelle Enric Miralles, et on a d'ailleurs beaucoup dit que c'était un peu son testament. Il est mort à une quarantaine d'années, c'est un des derniers projets qu'il a réalisé. Et c'est un parc-cimetière à Igualada, en Catalogne, pas très loin de Barcelone, et qui est une ancienne carrière. Et ce qu'a fait cet architecte, que je trouve extrêmement fort, c'est qu'il a il a réutilisé les pierres de la carrière qu'il a mis dans des grillages, et l'idée c'est que, et ça sert aussi de columbarium à certains endroits, mais il a assumé le fait que son cimetière, très progressivement, va devenir, va être pris en charge par la nature, que les plantes vont pousser à l'intérieur des gabions, etc. Et donc, c'est une conception du cimetière, et donc d'un rapport à la mort, où on dit, on retarde, mais on est conscient quand même que la nature sera plus forte, et qu'à un moment donné, elle prendra le pas. Et je trouve que c'est une action architecturale extrêmement intéressante, et à méditer aujourd'hui, et peut-être la plus éloignée de tout ce qu'on fait aujourd'hui dès lors qu'on envisage l'architecture funéraire, même si c'est assez rare qu'on l'envisage. Merci. Alors, j'ai un micro. Qui souhaite poser une question ? Oui, je voulais juste savoir, parce que la différence avec les meubles et l'immeuble, de ne pas parler des cercueils et des urnes, c'est quelque chose d'à côté, quoi. Et puis après, j'avais d'autres questions, mais vous avez abordé un peu le sujet du corps, la continuité du corps, quoi, les ossements, si on est brûlé, ou les différentes, ou si on se donne son corps à la science, mais ça sort du sujet aussi. Et voilà. Et puis oui, un dernier sujet, c'était aujourd'hui, oui, les gens font des blocos, enfin des lieux de survie par rapport s'il y a une bombe qui me tombe dessus. Est-ce que c'est pas un cimetière du futur, quoi, aussi. Alors, beaucoup de questions. J'ai pas parlé de tout. Moi, j'ai essayé juste c'est une sorte de plaidoyer pour que l'architecture revienne dans un univers duquel elle a disparu. Voilà. Donc, les cercueils, non. Je ne parle pas aussi de donner son corps à la science, qui est quand même une chose que font beaucoup de gens et qui est très bien. Et j'ai pas moi d'avis sur plus l'inhumation, plus la crémation, plus donner son corps. C'est simplement pour essayer de rappeler que l'architecture peut faire des choses, et qu'aujourd'hui elle n'est pas sollicitée, et que même les architectes eux-mêmes ont un peu oublié cette part importante de l'architecture, et qui est alors que c'est un oubli récent, en fait. C'est ça aussi. C'est que ça fait à peine quelques décennies que les architectes ou l'architecture n'est plus du côté du funéraire. Et sur la question du blocos, mais moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de lieux où on vient mettre des affaires en cas de pénurie, ou au cas où il se passerait quelque chose. On a un peu trop confiance, de mon point de vue,
dans les circuits logistiques, le flux tendu, et que tout ça tiendra. Et je trouve que le Covid, une des révélations de la crise sanitaire du Covid, c'était que c'était pas si simple. Vous vous souvenez que au tout début du confinement, on a un peu ironisé sur tous ceux qui allaient acheter, dévaliser les supermarchés en achetant des pâtes et du PQ. Et on a beaucoup ri de ça. Mais en réalité, je trouve que c'est normal, quand on est face à un avenir incertain, de se poser la question de qu'est-ce qu'on va conserver. Et donc, moi, je pense que justement, on n'a plus ces lieux-là. C'est-à-dire tous les lieux qui nous obligeraient à se dire qu'est-ce qu'on transmet aux générations à venir, qu'est-ce qu'on sélectionne, qu'est-ce qu'on garde, et où on le met en lieu sûr. Ce sont ces lieux qui ont disparu. C'est pour ça que je fais un rapport entre la disparition des greniers et des tombes. Bon, mais vous êtes quand même des héros, parce que j'ai compris que le sujet en plus, le titre, c'était l'architecture et la mort. C'est un sujet qui fait un peu peur, quoi, qui est un peu. Ouais. Donc visiblement, ça n'a pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas osé venir. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts à en parler. Moi, ça serait plutôt une question, qui m'interroge sur l'intervention que Snozy a eue sur le Toronnet, où il redéfinit l'espace du cimetière des moines, alors que le cimetière des moines n'était pas bâti, lui le rebâtit. Et comment ça l'interroge aujourd'hui, en fait, par rapport à ce choix, justement, de la mémoire des hommes vis-à-vis de leur engagement, et plus tard, plusieurs siècles après, quelqu'un qui veut absolument les réancrer dans le lieu. Je ne connais pas ce projet, mais peut-être... parce qu'en fait, il y a une bascule qui se fait vers le XVIIe, XVIIIe siècle, où on éloigne les morts. C'est-à-dire qu'auparavant, les cimetières étaient à côté des églises, mais les cimetières n'étaient pas clos. C'était des lieux traversés. Donc en fait, c'est relativement récemment, enfin ça fait... Je crois que c'est le XVIIe siècle, le moment où, avant qu'on sorte les tombes, qu'on mette les cimetières ailleurs que dans les centres et dans les villages, on s'est mis à les clore pour en faire des lieux désignés. Et donc peut-être c'est lié à ça, c'est-à-dire En fait, c'est les dates, il a remis de l'horizontalité, il avait vraiment défini l'espace comme étant le cimetière, alors qu'avant c'était tombe sur tombe, et c'était vraiment en terre-terre. Et donc vous pensez que c'était mieux avant, qu'il fallait que c'est... Ça m'interroge en fait, ouais. Du coup, sur cet effacement voulu de départ et de réancrer cette... Mais sans doute qu'il doit penser un rapport à la mort qui est plus contemporain que celui de l'époque. Moi, j'ai une question aussi. J'ai l'impression que dans les vieux cimetières, il y a beaucoup plus de diversité qu'aujourd'hui, c'est sûr. Je suis ici. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des règles en fait sur ce qu'on peut construire dans un cimetière, ou est-ce que c'est complètement libre de s'approprier aussi cet espace Mais en fait, c'est assez libre. Hein. Il y a un vrai monopole des marbriers. Hein. Je peux vous le dire pour l'avoir expérimenté très directement avec la tombe de mes parents. On peut en sortir, mais aujourd'hui, c'est une sorte de passage obligé. Mais parce que vous allez à la mairie, ils vous donnent le nom des marbriers, et puis tout ça va très vite. Donc on rentre dans un cycle. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de liberté qu'on pense. Hein. C'est pas du tout... on peut faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai une question, pardon, très béaba. Est-ce que pour construire un cimetière, est-ce que les élus, parce que souvent ça appartient à la ville, font toujours appel à un architecte, ou ils font autrement? Mais non, mais alors, parce que on se pose jamais la question, c'est pour ça que je la pose là maintenant, comme ça. C'est une très bonne question. Alors,
il y a quand même aujourd'hui beaucoup de cimetières qui sont étendus ou réaménagés et qui font l'objet de projets assez intéressants de paysage. Par contre, pour une raison que je ne m'explique pas beaucoup, il y a beaucoup de bâtiments qui sont liés à l'incinération et qui doivent faire l'objet de permis de construire parce qu'on est au-dessus du seuil, mais on sent que c'est pas... C'est-à-dire, on n'a pas... Je pense que ça participe de l'idée que ces lieux ne doivent pas être des lieux nobles. Voilà, on préfère... c'est un peu comme les data centers, quoi. On en a besoin. Voilà, donc mais comme on est un peu gêné avec ça, qu'on n'a pas envie de mettre le doigt dessus, eh bien, c'est l'architecture minimale. Et qu'on fait à l'économie aussi. Qu'on fait à l'économie, oui. Après, il y a, par exemple, l'agence Jean de Nancy, GENS, a fait... Alors, c'est super intéressant comme projet, j'aurais pu le mettre, mais il est pas si photogénique, parce que justement, il est fait avec très peu de moyens, mais il est extrêmement intéressant. Et c'est un marbrier, donc c'est un industriel du marbrier, et un lieu pour l'incinération, un crématorium, et fait avec les moyens vraiment de minimaux, béton brut, et puis architecture de charpente et bardage. Et c'est vraiment très, très fort comme lieu. Donc il y a quelques architectes qui arrivent quand même à convertir des commandes pour lesquelles on ne les attend pas beaucoup en lieux intéressants qui ont un peu de force. Alors moi je voudrais savoir si dans ces nouveaux cimetières, il y a une répartition des morts selon leur confession religieuse ou des choses comme ça. Je voudrais, sans doute le connaissez-vous, mais au Bordes-sur-Arize, où je suis allée accompagner un mort, j'ai eu la surprise de trouver une porte d'entrée pour les protestants et une porte d'entrée pour les catholiques. Au Mas d'Asile aussi, mais dans toute la région, non. Bon, voilà. Il y a des choses qui persistent, ouais. Et il y avait des quartiers avant réservés à telle confession, à telle autre, etc. Est-ce qu'on a la même chose ici? Et je voudrais soulever aussi le problème de la représentation du chagrin de ceux qui restent. Parce que là, dans des choses comme ça, on ne voit pas l'expression du chagrin. Alors que au XIXe siècle ou début XXe, il y a plein de monuments très spectaculaires qui mettent en scène le défunt sous son meilleur jour et le chagrin, en général d'une manière extrêmement conventionnelle, de sa veuve, hein, etc., etc. Et là, dans tous ces lieux-là, j'ai l'impression que ça passe un peu à l'as. Oui, oui. Mais enfin, sur le chagrin, vous avez raison. Et puis, bon, il y a aussi toutes les représentations au XIXe siècle, très romantiques. On est dans le romantisme. Mais quand je fais ce plaidoyer pour que l'architecture revienne dans le champ du funéraire, c'est pas pour dire qu'elle doit tout assumer. C'est-à-dire que l'architecture n'est pas censée tout représenter. Je pense juste qu'il y a une dimension qui n'est pas celle du chagrin, qui est plus celle du sentiment, qui est enfin, la maison du sentiment, comme dit Roland Barthes. Le chagrin, c'est une émotion personnelle importante qu'il faut sûrement représenter, mais je pense qu'il manque une autre dimension, qui est une dimension plus de prise en charge collective, de sentiments qu'on vit tous, quoi. On est tous mortels. Et je trouve que cette dimension-là a disparu de notre monde contemporain, et c'est celui-là pour lequel l'architecture a des choses à dire et à faire. Mais ce n'est pas exclusif d'autres questions. On peut écrire, ça n'empêche pas d'écrire, ça n'empêche pas de figurer autrement. Mais si vous voulez, c'est quand même extrêmement paradoxal, me semble-t-il, à l'heure où chacun, dans vous pour moi, se met en scène dans les réseaux sociaux, expose son image, etc. Et là, il n'y a pas d'image. Enfin, en
Oui. Mais moi, je pense que c'est ça la force de l'architecture. C'est-à-dire que c'est tout ce qui passe pas par l'image, justement. Tout ce qui passe pas par ce que portent les réseaux sociaux. Le problème, de mon point de vue, c'est pas que les réseaux sociaux existent, c'est qu'ils ont grignoté tout le reste. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont... c'est-à-dire aujourd'hui, le rapport à ce sentiment que génère la mort collectivement est pris en charge par les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, c'est l'inverse de ça. Les réseaux sociaux, c'est mettre en rapport des gens qui peuvent partager des émotions, qui peuvent partager des affects, qui peuvent partager... Là, l'image que j'ai montrée, c'est tous les gens qui ont connu les personnes. Donc c'est très bien que ça existe, mais peut-être ça prend une ampleur aussi grande qu'il n'existe pas cette autre chose qui est plus liée au rituel, ce qu'apportent les rituels. Et bien sûr, il y a un rapport entre l'architecture funéraire et les rituels. C'est pas même le moment de la pose de la pierre, enfin dans presque toutes les religions, c'est un moment ritualisé. C'est un moment où l'art de bâtir est ritualisé. Donc cette dimension-là, aujourd'hui, a disparu. Donc on surinvestit la dimension émotionnelle et on sous-investit la dimension du sentiment partagé, ritualisé. Mais c'est pas pour dire que l'un va remplacer l'autre. C'est juste dire qu'on hypertrophie l'un et on ne considère pas l'autre. Bonsoir. Je m'interroge sur un autre objet architectural qu'on a un peu dans tous nos villes et villages. C'est les monuments aux morts, souvent de la Première et Seconde Guerre mondiale. Alors je ne sais pas si vous aviez un petit historique sur de quelle époque datent ces monuments et s'il y en avait eu d'autres par le passé, parce que là j'ai l'impression que tous les villages de France en ont au moins un. Et voilà. Alors, oui, mais je ne peux pas vous dire de quand ça date. Je connais les plus anciens, moi qui ai grandi en Lorraine, date de la guerre franco-prussienne. Il y avait déjà des mémoriaux, mais sûrement avant, j'imagine. Mais aujourd'hui, il y a quand même des lieux. Les mémoriaux n'ont pas disparu. Hein. Il y a quand même beaucoup. Il y a un jardin du souvenir qui a été fait à Paris, là très récemment, pour les hommages du Bataclan. Oui. Et donc c'est encore une question d'actualité. Il est clair qu'aujourd'hui, on doit renouveler on doit renouveler un peu ce langage, parce que ce vocabulaire très sculptural 19e siècle a un peu passé. Et il était fait de beaucoup d'allégories qui aujourd'hui ne nous parlent plus beaucoup. Donc souvent, la réponse, c'est le jardin du souvenir, ce qui moi, me paraît tout à fait important. Je pense que c'est lié aussi à notre fragilité due à ce qu'on appelle généralement l'anthropocène. Enfin, je pense que ça explique aussi cette confiance qu'on aurait dans la nature pour tenir dans les générations à venir un souvenir qui a été traumatisant. Donc ça n'a pas disparu, c'est toujours un sujet. Peut-être il pourrait être davantage nourri, on pourrait s'en emparer beaucoup plus, et dès lors qu'on envisagerait l'architecture funéraire au-delà justement de la célébration d'événements traumatiques qui justifient la présence d'un mémorial, eh bien peut-être que ce débat serait beaucoup plus partagé, et qu'en fait on aurait des monuments beaucoup plus qui ferait plus de sens. Mais on ne peut pas dire que la question a disparu. Cette question-là est quand même toujours d'actualité. Pardon, c'est encore moi. Est-ce que vous connaissez des projets complètement loufoques et qui ont été complètement retoqués des projets de cimetière? Je réfléchis. Mais...
Il y en a eu, dans les temps passés, par exemple, il y a toute une série de projets au 19e siècle, parce que les cimetières sont trop petits. Le 19e siècle, c'est le moment où les villes grandissent de manière tentaculaire. Et donc, une des grandes questions qui est posée assez vite, dès le milieu du 19e siècle, c'est la place des cimetières qui sont trop petits. Et donc, il y a beaucoup de projets, un peu loufoques sûrement, de faire des bâtiments pour accueillir des centaines de milliers ou des millions de tombes, dont une pyramide qui devait être construite à Londres pour accueillir, je sais, plusieurs millions de tombes. Donc il y a des projets comme ça un peu délirants et qui n'ont jamais vu le jour. Oui, ici. Vous avez parlé du délaissement là, du monde de l'architecture par rapport à ces cimetières. Je voulais savoir simplement si ce délaissement était observé pareillement dans d'autres parties du monde, qui est pourtant frappé comme nous par les phénomènes réseaux sociaux et autres que vous avez décrits, qui peuvent expliquer ce délaissement. C'est une bonne question, mais je ne peux pas vous répondre de manière sûre. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas plus quand on regarde les revues d'architecture, les sites internet qui parlent d'architecture, il n'y a pas plus de cimetières ou d'architecture funéraire dans les autres pays qu'en France. Mais peut-être qu'il y en a un peu plus. J'ai l'impression qu'en Belgique, il y a plusieurs crématoriums récents qui ont été faits en Belgique. À Courtrai, Souto des Mourins en a fait, l'agence qui s'appelle Office en a fait 2, je crois. Donc peut-être en Belgique, il y en a un peu plus. Mais autour des commandes de crématorium, il y a quand même, là bien sûr, je l'ai dit à l'instant, mais là, il y a des besoins. C'est pas juste, mordre sur le marché des marbriers. Il y a des besoins de bâtiments pour l'incinération. Et parfois, on fait attention et on fait un peu d'architecture. Et on met un peu, pas seulement des moyens, mais aussi un peu de valeur symbolique. Parce que quand même, très souvent, je ne sais pas si vous avez des exemples en tête, moi j'en ai de très précis, c'est des lieux indignes, hein. Les lieux où on vient accompagner et c'est parfois des lieux, c'est à côté d'un hypermarché, et c'est la même architecture que l'hypermarché, hein. Et on sort de sa voiture, et on vient dire au revoir ou adieu à un proche, quoi. C'est quand même étonnant. À quel point on a délaissé des lieux comme ça. Une des choses qui m'a donné envie de venir ici, c'est une crémation au crématorium de Béziers. La question de la mort du rituel, c'est la dignité, c'est le propre de l'humanité. Et ce crématorium est un espèce d'entonnoir avec plein de salles où des gens qui ne se connaissent pas, qui enterrent leurs parents, leurs enfants, se retrouvent tous ensemble avant de trouver leur salle. Et j'ai trouvé ça choquant. C'est un truc sur lequel on a, en tant que population, un pouvoir qui est limité. J'imagine que il est très simple de faire un projet d'architecture beaucoup plus réussi que cet endroit, et j'en ai parlé autour de moi et j'entends qu'il en existe des projets qui sont plus près de nos dignités. Moi, je me dis comment ça se fait que personne, ou on est peu à aimer ce marbre poli, ce granit poli qui ressemble à du stratifié. Et tout à l'heure, Émilie posait la question de nos espaces de liberté, et vous avez répondu qu'on a un vrai champ des possibles devant nous, la mort étant notre seule certitude. Pourquoi on laisse
faire et comment a-t-on pu, comment ce glissement a pu opérer. En tout cas, on est à peu près tous sûrs d'y passer ici. On peut commencer à prévoir et à récupérer de son pouvoir. Donc j'espère que à l'avenir, on va réussir à récupérer un peu de ce pouvoir, et j'imagine que ça va exister. Je partage votre espoir. Juste peut-être une des raisons, enfin, c'est difficile d'expliquer, mais peut-être une des raisons, bon, d'abord, je ne suis pas le premier à le dire, la mort est devenue tabou, on la cache, on ne veut pas la voir, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'on meurt beaucoup plus à l'hôpital. Et donc, de fait, c'est comme la mort, enfin, ou juste après, c'est comme un prolongement des soins hospitaliers. Et d'ailleurs, il y a un autre endroit qui souffre d'un défaut d'architecture terrible, c'est tous les lieux, comment on les appelle, où on vient dans les hôpitaux quand les personnes meurent, les mouroirs, ouais. Et les morgues, ouais. Oui, les mouroirs, c'est ce qu'on veut plus, justement. Les morgues. Et ce sont des lieux indignes aussi. Et souvent, c'est les proches qui accompagnent. Et c'est là aussi qu'on vient chercher pour les funérailles, où on vient chercher les corps. Et ces lieux-là, c'est des lieux indignes. C'est les sous-sols des hôpitaux. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire, on a confié ça au médical. Et ça va jusqu'au cimetière ou au funérarium. Est-ce que finalement, ça ne serait pas les architectes qui auraient abandonné le sujet aussi? Mais, oui. Non, mais peut-être. Je pense que justement le réveil ou le souhait de vouloir redonner un peu de sens et de dignité à ces architectures doit pouvoir venir des architectes. C'est-à-dire les architectes doivent pouvoir dire mais voilà ce que peut l'architecture, voilà ce qu'on pourrait faire. Donc je pense que le réveil doit venir principalement même de nous, c'est-à-dire de considérer que déjà, je pense que si beaucoup d'architectes avaient envie de ces programmes-là, ça changerait. Oui, je voulais juste comparer un petit peu le fait que la mort a été reléguée aux hôpitaux, tout comme la naissance a été transférée à l'hôpital et donc ne se fait plus à la maison. Mourir ne se fait plus à la maison non plus. Il est rare qu'on puisse garder encore le corps à la maison. En tout cas, en Belgique, c'est tout à fait permis, mais c'est pas habituel. Ou de ramener le corps à la maison après le décès. Et donc, il y a aussi un mouvement donc, de maison de naissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi... et à ça, le soin palliatif est vraiment trop peu développé, en particulier en France, mais l'architecture du palliatif, quoi. L'architecture de l'accompagnement vers la mort. Et comme tout ça est tellement peu présent dans nos architectures, forcément... Une fois qu'on est mort, on n'en fait plus grand-chose non plus, quoi. Et donc, je pense que, voilà, les maisons de naissance, les maisons pour mourir, voilà, tout ça... D'ailleurs, ce qu'on a entendu, celles et ceux qui l'ont entendu dans le cimetière, là, de David, le texte de David, insiste beaucoup sur toutes les rituels qui se faisaient à la maison, les maisons des Indiens qu'on brûlait même après leur mort. Donc dès lors que ça se fait plus à la maison, on est un peu démunis, c'est sûr. Bon, plus de questions, plus de remarques. Est-ce que, alors vous m'aviez parlé d'un livre à paraître, mais ça concernait plus la question du stock ou ce sujet?
J'ai écrit un livre qui s'appelle Post-démolition, l'architecture face aux nouvelles ruines, où je parle un petit peu de cette question, mais ce n'est pas central. Et le livre plus récent qui accompagne l'exposition, dont j'ai parlé rapidement, qui s'appelle Stock, architecture de survie et de transmission, que vous pouvez voir jusqu'au 28 juin. C'est à Paris, dans le 9e arrondissement. C'est pas si loin, moi je suis venu de Paris pour être là ce soir. Le lieu, pardon, à Paris, non pavillon. Ça s'appelle la Poste Rodier. Si vous regardez sur le site du pavillon de l'Arsenal, vous avez toutes les informations. Et il y a quelques visites guidées, donc je pourrais vous retrouver là, si vous le souhaitez. Mais par contre, j'aimerais bien faire un texte sur ce sujet de l'architecture funéraire qui me paraît important. Merci beaucoup, Paul Lamblin.